Le 19 novembre 2025, le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey, a fait une déclaration extraordinaire. Et, quand je dis extraordinaire, je veux dire qu'il est extrêmement rare qu'un gouvernement déclare publiquement ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Comme je l'ai dit, un navire espion russe, le Yantar, se trouve au bord des eaux du Royaume-Uni, au nord de l'Écosse. Il a tenté d'entrer dans les eaux territoriales du Royaume-Uni ces dernières semaines. C'est un navire conçu pour collecter des renseignements et cartographier nos câbles sous-marins. Nous avons déployé une frégate de la Royal Navy et des avions Royal Air Force P-8 pour surveiller et suivre chaque mouvement de ce navire. Nous vous voyons. Nous savons ce que vous faites. Nous sommes prêts. On dirait un dialogue de film d'espionnage, n'est-ce pas ? Mais ce qui se cache derrière cette déclaration est quelque chose d'inquiétant. Commençons par ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Un navire russe appelé Yantar naviguait près des eaux britanniques. Ce n'était pas la première fois. En fait, ce navire rôdait le long de la côte du Royaume-Uni depuis des semaines. Mais le 19, la Russie a franchi une ligne. Le Royaume-Uni a envoyé un avion de patrouille maritime, un P-8A Poséidon, pour enquêter sur le navire. Ce n'est pas un avion ordinaire. C'est un appareil valant des millions de dollars, équipé d'un radar sophistiqué et de capteurs capables de détecter quoi que ce soit à la surface ou sous l'eau. Avec le Poséidon, le Royaume-Uni a également dépêché une frégate type 23 de la Royal Navy pour suivre de près le navire russe. Et, possiblement, selon les données de suivi des vols, même des chasseurs Typhoon avec des réservoirs de ravitaillement en vol ont été mobilisés. La réponse britannique a été massive, et cela nous montre qu'ils ont pris la situation très au sérieux. Alors, qu'a fait la Russie ? L'équipage du Yantar a dirigé des lasers contre l'avion britannique, et potentiellement contre les navires également. Maintenant, vous pouvez penser, des lasers. Est-ce vraiment si grave ? La réponse est oui, car il existe deux types de lasers que la Russie pourrait utiliser. Le premier type concerne les éblouisseurs. Ces lasers ont suffisamment d'énergie pour aveugler temporairement les capteurs optiques, et même les yeux des pilotes. Et imaginez que vous pilotez un avion à des centaines de kilomètres à l'heure, et soudain, un flash vert intense frappe votre vision. Vous détournez instinctivement le regard, les capteurs de l'appareil cessent d'un fois que de fonctionner. C'est extrêmement dangereux. Mais il existe un deuxième type de laser, et celui-ci est encore plus préoccupant. Ce sont des lasers à haute énergie, capables de brûler des trous dans les fuselages d'avions et les coques de navires. La Russie a accès à cette technologie. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le Royaume-Uni ne savait pas quel type de laser était utilisé. Aujourd'hui, il peut s'agir de dazzlers relativement inoffensifs. Demain, cela pourrait être un laser capable d'abattre un avion. Et cette incertitude, c'est exactement ce que la Russie veut créer. Alors, quelle a été la réponse du Royaume-Uni ? Eh bien, Healey n'est pas resté silencieux. Il a précisé que le Royaume-Uni surveillait le Yantar depuis des semaines. Et, plus que cela, il a révélé quelque chose d'intéressant. La dernière fois que le Yantar était dans les eaux britanniques, la Royal Navy a fait émerger un sous-marin nucléaire d'attaque juste à côté du navire russe, et l'équipage russe ne s'est même pas rendu compte que le sous-marin était là. C'était une démonstration de force, un message clair. Nous savons exactement où vous êtes, et vous n'avez aucune idée d'où nous sommes. Healey a également annoncé qu'il avait modifié les règles d'engagement de la marine. Désormais, les navires britanniques peuvent suivre le Yantar d'encore plus près, et le gouvernement dispose d'options militaires prêtes au cas où le navire s'approcherait davantage des côtes britanniques. Mais cela soulève une question importante. Pourquoi le Royaume-Uni ? La réponse réside dans le rôle que le pays a joué dans la guerre en Ukraine. Le Royaume-Uni n'est pas seulement un soutien de l'Ukraine. Il dirige la soi-disant Coalition of the Willing, une alliance de pays engagés pour la sécurité continue de l'Ukraine. Les renseignements britanniques ont permis à l'Ukraine de réaliser certaines de ses attaques les plus efficaces contre la Russie. Des armes britanniques sont souvent utilisées lors de ces opérations. À cause de cela, la Russie a choisi le Royaume-Uni comme son principal ennemi en Europe.
le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a attaqué publiquement le Royaume-Uni. Il a même utilisé un proverbe russe pour décrire les Britanniques, disant qu'ils sont comme une oie sortant de la douche. Quelqu'un qui échappe toujours aux conséquences de ses actes. Provoquant diverses situations, y compris le cas récent où le Service fédéral de sécurité a révélé un complot visant à forcer l'un des pilotes russes à bord d'un chasseur armé d'un missile Kinzhal à s'envoler vers la Roumanie, avec l'objectif clair d'organiser là-bas l'abattage de cet avion en accusant la Russie d'attaquer l'Alliance de l'Atlantique Nord. Mais laissons cela de côté. Ici, le Service fédéral de sécurité a été très détaillé et je ne sais pas comment les Britanniques vont se sortir de cette situation. Bien que leur capacité à se comporter comme une oie qui vient de sortir de la douche soit bien connue, le service de renseignement extérieur de la Russie a été encore plus direct, affirmant que Londres, tout comme à la veille des 2 guerres mondiales, agit comme le principal provocateur de guerre mondiale. Et tout ce discours n'est pas accidentel, cela fait partie d'une campagne d'information visant à isoler le Royaume-Uni de ses alliés européens et à justifier des actions hostiles. Mais il y a une autre raison pour laquelle le Yantar se trouve dans les eaux britanniques. Et cette raison est technique. Le Yantar n'est pas un simple navire espion. Il transporte des équipements spécialisés, y compris des submersibles capables de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur. C'est le double de la profondeur nécessaire pour atteindre l'épave du Titanic. Et vous voulez savoir pourquoi c'est important ? Parce que le Royaume-Uni dépend d'une infrastructure sous-marine critique. Des câbles de communication qui relient le pays au reste du monde, et surtout des gazoducs. Un expert maritime du centre d'études du Royal United Services Institute a expliqué que, tandis que les câbles de communication disposent d'une certaine redondance, les gazoducs n'en ont pas. Le Royaume-Uni dépend de quelques gazoducs critiques. Si l'un d'eux était endommagé, les conséquences seraient graves. Les événements en Baltique révèlent la vulnérabilité des pipelines et câbles offshore britanniques face à une nation hostile. Les plateformes de forage de la mer du Nord sont reliées par un réseau d'oléoducs, qui alimentent ensuite des artères plus grandes qui arrivent sur la côte à Shetland-Orkney. La Grande-Bretagne continentale importe également du gaz de Norvège via un oléoduc posé jusqu'à 360 mètres sous les vagues. Il peut acheminer 1/5 de la demande maximale de gaz britannique. Et il y a des gazoducs reliant le Royaume-Uni à la Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas, chacun avec une capacité équivalente. Le Yantar dispose exactement de l'équipement nécessaire pour cartographier l'emplacement de ces gazoducs. Et voici le détail qui rend tout cela encore plus préoccupant. En novembre, le Royaume-Uni a introduit une interdiction des services maritimes, axée sur le gaz liquéfié russe. Cela pourrait être la raison pour laquelle la Russie a envoyé le Yantar dans les eaux britanniques maintenant. Et pourquoi elle a décidé de provoquer le Royaume-Uni en utilisant des lasers. Mais l'incident du 19 n'a pas été isolé. En réalité, il fait partie d'un schéma qui devient de plus en plus évident. Seulement 10 jours plus tôt, le Yantar causait des problèmes aux Pays-Bas. Le ministère de la Défense néerlandais a dû escorter le navire russe hors de ses eaux territoriales à l'aide d'un navire de patrouille. Et après le départ du Yantar, les Néerlandais ont envoyé un navire de recherche hydrographique pour examiner le fond marin, là où le navire russe s'était trouvé. Ils devaient assurer que rien n'avait été installé ou saboté. La différence ? Aux Pays-Bas, le Yantar n'a pas utilisé de laser. Ce n'était qu'une observation. Mais 10 jours plus tard, dans les eaux britanniques, ils sont passés à l'utilisation de laser. Ce n'était pas un accident, c'était une escalade délibérée. Et ce n'est pas tout. Pendant que le Yantar était dans les eaux britanniques, quelque chose s'est passé en Pologne. Un train a été bombardé. Les autorités polonaises pensent que l'attaque a été menée par 2 Ukrainiens collaborant avec la Russie. Les suspects se sont enfuis en Biélorussie, un état fantoche de la Russie. Le premier ministre polonais, Donald Tusk, a qualifié l'attaque d'acte sans précédent.
Heureusement, personne n'a été blessé. Mais le message était clair. La Russie mène des actes de sabotage physique sur le territoire des membres de l'OTAN. Regardez le schéma ici. Pays-Bas, simple observation. Royaume-Uni, laser contre des aéronefs militaires. Pologne, véritable explosion. Chaque incident est plus audacieux que le précédent. Et quelqu'un en Europe y prête attention. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a publié un rapport de 125 pages dans lequel il accuse les États membres de l'OTAN d'inertie face aux attaques russes de plus en plus audacieuses. Il a écrit « La guerre hybride est continue et vise les infrastructures critiques, les centres de décision, les services essentiels et le tissu de chaque pays, avec des risques quotidiens et croissants de dommages catastrophiques. » Ensuite, il a lancé un avertissement direct. Nous sommes sous attaque et les bombes hybrides continuent de tomber. Le moment d'agir, c'est maintenant. En pratique, tu vois ce que cela implique ? Des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre disent que l'Europe est déjà en guerre avec la Russie. Mais cela ne ressemble pas au conflit du XXe siècle. Ils appellent cela la phase 0, la phase de préparation. Dans cette phase, un pays cartographie les infrastructures critiques, teste les défenses de l'ennemi, mène des opérations psychologiques et tente d'affaiblir la volonté de résister. Le Yantar n'est pas seulement en train d'observer. Il est en train d'établir ce que les militaires appellent une solution de tir, en calculant exactement où frapper quand le moment sera venu. Les lasers qui ont été utilisés le 19, c'était un test. La Russie voulait voir comment le Royaume-Uni réagirait à un contact direct. La prochaine phase, la phase 1, serait lorsque les véritables attaques cinétiques commenceraient, quand les câbles seraient coupés, quand les gazoducs seraient sabotés, quand la préparation se transformerait en destruction. Et l'avertissement que donnent les experts, c'est que la Russie se prépare à faire cette transition. Pour l'instant, ce sont des lasers. Demain, cela pourrait être un câble internet coupé, qui laisse des millions de personnes sans connexion, ou un gazoduc endommagé, qui prive des villes de chauffage en hiver. La Russie montre qu'elle en a la capacité et qu'elle est prête à l'utiliser. Ce qui s'est passé le 19 novembre n'était pas seulement un incident curieux impliquant des lasers et des navires. C'était le symptôme d'une guerre qui a déjà commencé. Une guerre silencieuse menée dans l'ombre. En utilisant l'intimidation, le sabotage et la cartographie des vulnérabilités. Et la déclaration de Healy n'était pas seulement à propos d'un navire. Il s'agissait de reconnaître publiquement que cette guerre existe, que le Royaume-Uni ne va pas l'ignorer, et qu'il est prêt à y répondre. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que nous assistons au début d'une nouvelle guerre en Europe ? Ou s'agit-il simplement d'une intimidation russe qui ne va pas évoluer en un véritable conflit ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si ce contenu t'a été utile, partage-le avec quelqu'un qui aimerait aussi comprendre ce qui se passe. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la géopolitique. À la prochaine!